Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. Si vous découvrez ou redécouvrez l'émission à l'occasion de cette rentrée, je vous rappelle nos rendez-vous tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h. 90 minutes de débat, de reportage et d'expertise pour donner du sens à l'actualité. Et justement, on sera pour commencer en pleine actu ukrainienne. L'armée a repris en tout 3500 km² aux Russes ces derniers jours, notamment la ville stratégique d'Izium. Que pèse ce succès militaire ? Le pouvoir de Vladimir Poutine est-il fragilisé ? Comment le président russe utilise-t-il la menace nucléaire ? On en débat juste après ces titres. Et puis alors que le procès en appel des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et de l'Hypercacher s'est ouvert aujourd'hui à Paris, nos experts et notamment l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic viendront évaluer l'état de la menace islamiste en France. On se demandera notamment comment surveiller les centaines de détenus qui ont purgé leur peine et ont été libérés ces 2 dernières années. Mais d'abord donc les détails de cette contre-offensive ukrainienne avec Quentin Calmet. En un week-end, la carte du conflit ukrainien a été redessinée. Depuis 48 heures, les forces militaires et les responsables politiques ukrainiens parlent d'importants succès sur le terrain et face aux troupes russes. Des victoires dont le rythme s'est même accéléré dimanche. Au cours des dernières 24 heures, les forces ukrainiennes ont réussi à chasser l'ennemi de plus de 20 localités. Des mesures sont prises pour les stabiliser et les placer sous contrôle total. Ce sont au total plus de 3000 km² qui ont été repris à la Russie depuis début septembre, d'après l'état-major ukrainien. L'avancée la plus remarquable se trouve dans la région de Kharkiv. La conquête d'Izium apparaît comme un symbole, tant cette ville est stratégique. Il y a eu des combats très acharnés pour le contrôle de la ville d'Izium. C'était l'un des objectifs stratégiques des Russes parce que c'est un énorme nœud ferroviaire. Et donc, les contacts avec la Fédération de Russie, les livraisons d'armes, etc., l'envoi des militaires sur le terrain de l'Ukraine, ça passait aussi par le contrôle de cette ville. D'où son importance pour l'Ukraine aussi. À la clé, ces impressionnantes images de chars et camions russes carbonisés. Une progression militaire qui pourrait avoir des conséquences importantes sur le moral des troupes russes, selon les services de renseignement britanniques. La confiance des troupes déployées sur le terrain envers leur hiérarchie risque certainement de se détériorer encore davantage. Le ministère russe de la Défense a reconnu ce week-end avoir cédé du terrain dans 2 régions ukrainiennes, mais sans reconnaître de déroute militaire. Pour atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale de libération du Donbass, il a été décidé de regrouper les forces russes déployées dans les régions de Balaklia et d'Izium afin de renforcer les efforts le long du front de Donetsk. En riposte, plusieurs régions ukrainiennes ont subi des frappes aériennes russes dans la soirée de dimanche, privant même d'électricité la région de Kharkiv pendant plusieurs heures. Le Kremlin a martelé ce lundi que l'offensive russe continuera jusqu'à ce que, je cite, les objectifs soient atteints, excluant toute perspective de négociation entre Moscou et Kiev. Et pour évaluer l'importance de cette contre-offensive, j'accueille Christine Dugouin-Clément. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes chercheuse associée à la chaire risque de l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheuse au Centre de recherche de l'École des officiers de la Gendarmerie nationale. Patricia Lémonière. Bonsoir Patricia, vous êtes grand reporter spécialisé des relations internationales. J'accueille également Christian Macarian. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Christian, éditorialiste international au Point et à Radio Classique. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu, alors je redonne ce chiffre pour commencer, même s'il est difficile à vérifier. 3500 km² repris par l'armée ukrainienne. Christine Dugouin-Clément. Alors ça représente, on a cherché une petite partie des 120 000 km² qui étaient soit contrôlés déjà avant le 24 février ou qui ont été repris par l'armée russe depuis. 3500 km, c'est relativement peu, mais c'est pas seulement symbolique. Pourquoi ? Alors, c'est pas seulement symbolique parce que déjà, c'est sur plusieurs sites différents. Donc, on a parlé de toute la région de Kharkiv au nord, mais aussi sur la région de Kherson. Et vous avez 2 points qui sont extrêmement importants, qui sont stratégiques, et ça démontre aussi une faiblesse russe qu'il va bien falloir essayer de justifier. Donc, vous en parliez dans le reportage, le ministère de la Défense a reconnu avoir quelques pertes, mais ce qui est aussi intéressant, c'est quand on regarde le traitement médiatique qui est fait, où on s'aperçoit qu'il y a un peu comme un espèce d'effet de saisissement, où on n'a pas encore
encore élaboré un espèce de plan pour essayer de faire tourner un petit peu. On n'a pas trouvé les éléments de langage encore. Pas encore. On voit qu'il y a un petit peu ce principe-là. Et puis le deuxième point, c'est que il est assez difficile d'arriver à trouver un discours positif sur des éléments factuels qui sont très faciles à trouver. Et ça, c'est assez intéressant. Notamment parce que ça peut montrer qu'on a quelque part finalement une relative crise politique, ou au moins une pression politique, dans la mesure où au niveau des médias, quand on regarde les gros médias, la Gazeta qui essaye de donner des éléments positifs en faisant croire que ses lecteurs ne sont pas trop capables de regarder une carte, puisque notamment il parle d'une opération qui a été réalisée par un hélicoptère, sauf que la ville où il positionne cette action, donc qui aurait repoussé les forces ukrainiennes, elle est très très loin dans les territoires occupés par la Russie jusqu'alors. Donc, sauf à dire qu'on n'a pas ouvert une carte pour montrer à quel point on était très fort. On a ces éléments-là, donc on voit qu'il y a quand même un petit peu un mouvement de pédalage pour rattraper, si vous voulez, d'un point de vue discursif, ce que l'on a. Puis il y a un deuxième argumentaire qui sort, qui permet d'expliquer que finalement, si la Russie a perdu du terrain, ce n'est pas forcément que face aux Ukrainiens qui ne sont pas si bons que ça, puisqu'on va vous parler d'une rhétorique qu'on avait déjà vue en 2014, qui est l'armée de l'OTAN. Donc on va vous expliquer finalement que ce sont des forces étrangères, donc non ukrainiennes, qui sont sur le terrain, y compris otaniennes, voire ethniquement différentes. Donc c'est pas forcément face à l'Ukraine qu'on perd, mais parce que les Occidentaux et l'OTAN sont à la manœuvre. Alors, je voudrais qu'on analyse peut-être cette percée elle-même. Comment on peut l'expliquer, cette percée? Alors, j'imagine que les armes promises, annoncées, sont enfin arrivées en masse. Il y a forcément cet argument-là, mais comment on l'explique? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a effectivement, comme vous le dites, l'arrivée en masse des armes qui ont fini par arriver américaines. L'aide américaine est colossale. C'est beaucoup plus que ce qu'ils ont donné à Israël, à l'Égypte en 2020. On ne peut même pas s'imaginer effectivement cette aide. Elle est de plus de, je crois, 40 milliards. Elle est de 20 officiellement, et en fait tout le monde estime qu'elle est double. Alors donc il y a cette aide massive qui arrive. Et puis il y a une stratégie qui a été menée par les forces ukrainiennes, très habiles, qui a bénéficié du soutien de tous des services de renseignement américains pour effectivement faire ce qu'on appelle, c'est presque une guerre éclair, c'est peut-être une offensive éclair. Enfin, ça fait penser aux offensives dans le désert, vous voyez, des forces, par exemple, je pense aux forces tchadiennes ou à d'autres qui fonçaient comme ça sur les forces de Kadhafi, qui étaient avec leurs gros tanks et qui étaient empêtrés dans le sable. Bon, mais là, c'est un peu de cet ordre. Troisième élément, c'est que la Russie est tombée dans le piège un peu tendu par les Russes, qui leur avaient dit « Mais non, mais c'est Kherson qui nous intéresse. Nous. Là-bas, c'est le Sud, on veut regagner cette partie-là. » Et il y a bien une petite offensive, grignotage en cours. Mais les forces russes se sont toutes arrivées, en particulier une unité, pratiquement des forces spéciales russes très compétentes, qui est arrivée, qui s'est positionnée là, et qui a complètement dégarni, qui a complètement dégarni ce front. Et puis enfin, ces messieurs, avec le ministre de la Défense, étaient tous à l'Est, en train de blablater, de faire des grands exercices et d'assister à des exercices militaires. Pas du tout concernés par ce qui se passait sur le terrain. Ouais. Donc, il y a une convergence d'éléments qui ont fait que les Ukrainiens ont remporté. Et là, on arrive un peu à ce qu'on appelle en stratégie, mais je parle un peu sur le point oméga. C'est-à-dire ce fameux point où, clac, ça peut basculer. Alors ça, c'est une vraie question de ce débat. Est-ce que c'est un point de bascule, Christian Macron? Alors, il est très difficile de répondre. C'est le point qui produit la dislocation. Voilà, la dislocation. C'est-à-dire qu'à un moment, comme un élastique qui est trop tendu, ça casse parce que au niveau logistique, vous n'arrivez plus à alimenter. Et il faut rappeler, à mon avis, un certain nombre de données assez simples à mémoriser. L'ensemble du front défendu par les Russes représente 2000 kilomètres. Ouais, et 200 au sud. Voilà, et c'est considérable. Donc, il n'y a toujours que 140 à 160 000 hommes qui ont été envoyés depuis le départ. On n'est toujours pas passé en conscription, même si on va chercher, même dans les prisons, certains volontaires avec des soldes améliorés et augmentés, ça ne produira pas des effets de masse. Donc, l'armée russe est toujours responsable de son propre échec, si je puis dire, en tout cas les hiérarques de l'armée, les généraux. Et puis, il y a une énorme apparition que l'on connaissait du point de vue des militaires, qui est le déficit traditionnel des Russes en matière de logistique. Ils ne savent pas faire cela, parce que la logistique, ça relève énormément
des règles de l'économie de marché. C'est un peu, vous savez, le Kaiser Guillaume II a eu l'idée du montage, du démontage des ponts autoflot en voyant le cirque Barnum démonter et remonter d'une ville à l'autre le cirque. C'est anecdotique, mais c'est pas c'est très significatif. Les Russes sont mauvais en matière logistique. Et là, les zones qui sont reprises, c'est une sorte de verrou logistique aussi. Ce sont des verrous, et il y a surtout Kupiansk qui est très important parce que c'est un nœud ferroviaire, comme l'a dit Gaïa Kerman tout à l'heure, mais c'est aussi un lieu où ont été concentrés des moyens logistiques considérables et énormément de munitions. Et puis des réserves de carburant. Donc le fait que les Ukrainiens prennent ça, c'est non seulement la route nord-sud et la route est-ouest pour aller à Kharkiv qui est coupée, mais c'est une sorte de capuchon détenu maintenant par les Ukrainiens qui couvre au nord les deux oblasts de Lugansk et de Donetsk. Et en descendant vers Izium, on arrive quasiment à enrober, si je puis dire, les forces russes. Donc c'est vraiment un revers sérieux qui est subi par les Russes. Mais vous dites peut-être pas le point de bascule. J'attends de voir parce que quoi qu'il en soit, l'armée russe demeure très supérieure en termes de matériel, en termes d'hommes et d'effectifs, même si tout le monde est fatigué, démoralisé, s'ils ont perdu un matériel considérable et encore durant les 3 derniers jours, l'armée russe reste quand même en termes de masse supérieure de loin à l'armée ukrainienne. Mais je termine sur un point. L'armée ukrainienne a marqué un point tout à fait essentiel grâce à l'armement américain, ce sont les HIMARS. Parce que c'est quoi ça ? Les HIMARS, ce sont des lance-roquettes multiples dont la portée est de 80 km bridée par les Américains, parce qu'ils peuvent aller jusqu'à 300 km. Les Américains n'ont pas livré les missiles qui vont, les obus qui vont à 300 km, mais 80 km. Et la caractéristique des Ukrainiens, c'est qu'ils frappent la ligne de front, plus en même temps la ligne à l'arrière, la ligne en profondeur. Donc ce qui fait que, d'une certaine manière, les forces russes sont prises en sandwich. La ligne de front déguste aux premières loges et à l'arrière, ils sont bombardés également. Donc il y a quand même une tactique ukrainienne, à mon avis, largement inspirée par les États-Unis, largement, puisque, encore une fois, et je termine, M. Blinken, qui était là il y a 2 jours, a dit, ce qui, moi je trouve personnellement assez choquant, nous avons remporté une victoire, nous, etc. Nous, je veux dire... Le secrétaire d'État américain, évidemment. Je vous redonne la parole tout de suite, mais je voudrais qu'on entende des réactions d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui ont été libérés et qui ont retrouvé leurs soldats, évidemment. Il y a beaucoup d'émotions. Parfois, ils ont du mal à trouver leurs mots, regardez. Nous avons rencontré les premiers dans les véhicules blindés, nous avons parlé avec eux et nous avons eu les larmes aux yeux. Nous étions si heureux que nos garçons soient venus. Ils ont fait un excellent travail, si rapidement. Nous ne nous attendions pas à ce que ce soit si rapide. Aujourd'hui, dans la matinée, 2 véhicules sont arrivés dans la rue où nous vivons. Nous sommes allés à leur rencontre, les larmes aux yeux. Nous les attendions. On ne pouvait pas imaginer qu'ils viendraient de façon aussi inattendue. On les attend depuis près de 6 mois. On est tellement heureux. Hier matin, il y avait des Russes. Ce matin, déjà des Ukrainiens. Dire que je suis heureux n'est pas suffisant. Je n'ai pas de mots pour m'exprimer. Christine Dugouin-Clément, ces images, ces témoignages, moi j'ai le sentiment qu'ils sont aussi importants pour nous, pour les opinions publiques occidentales, pour l'Europe, les États-Unis qui envoient justement des armes à l'Ukraine. Il faut donner des signes positifs à ces opinions. En fait, le temps est extrêmement important pour les 2 parties. Du côté de la Russie, on essaye d'attendre l'hiver, en fait, et de pouvoir bénéficier de l'hiver en espérant que ça va compliquer l'avancée ukrainienne et leur permettre de figer quelque part leur position, et que l'hiver venant et le gaz augmentant, plus les populations occidentales pouvant un petit peu se fatiguer du conflit ukrainien et d'une inflation, et bien qu'on arriverait à quelque part un peu figer la décision occidentale et affaiblir le soutien ukrainien. Donc on a un peu ce calcul-là d'usure de temps. Si on pouvait lever les sanctions qui faciliteraient le soutien économique de l'effort de l'opération spéciale, puisque c'est pas une guerre, ça serait très bien. Et côté ukrainien, on est à l'inverse, où on va essayer au contraire d'avancer le plus possible, de terrain possible avant dans un temps restreint, et de montrer aussi aux Occidentaux, de par les victoires, que le soutien est efficace et qu'il faut maintenir ce soutien
soutien tant financier que stratégique, puisqu'on parlait effectivement du partage de renseignements et aussi au niveau du matériel. Donc on a ces deux jeux-là. Et peut-être pour revenir rapidement sur ce que vous disiez, il y a un travail des Ukrainiens qui est fait mais depuis un peu avant l'offensive, d'aller attaquer tous les points logistiques, tout ce qui va être en termes de dépôt de carburant, de munitions, mais aussi de communication et de télécommunication, pour essayer de bloquer et de compliquer toute réorganisation militaire, voire tout repli, autrement que dans un mouvement de relative panique, ce que l'on a pu observer dans différentes vidéos. Donc il y a ce double travail-là qui a été fait, et puis cette désorganisation-là aura très probablement facilité notamment l'avancée dans la région de Kharkiv. Quelle est la stratégie de l'armée ukrainienne? Voilà ce dont on parle dans ce premier débat de Sciences publiques. Et regardez, je vous propose un élément. Ce que déclare le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Reznikov, c'était dans Le Monde aujourd'hui. Alors oui, pardon, c'est pas un sonore, c'est moi qui dois le dire. La première étape dans la guerre visait à dissuader les Russes. La deuxième a consisté à établir un équilibre entre eux et nous sur le front, à stabiliser le front, à tester leur capacité de résilience. La campagne de contre-offensive est la troisième étape. Patricia Lémonnière, vous vouliez mettre en avant un élément intéressant sur cette stratégie, c'est la relative autonomie des commandements locaux. C'est une armée assez décentralisée. Oui, c'est ce qui a fait toute sa force d'ailleurs au départ, parce que à l'inverse de l'armée russe qui était complètement monolithique, j'ai envie de dire, qui composait comme un bloc, eh bien l'armée ukrainienne, il y avait une grande indépendance des commandements locaux, ce qui a fait que quand l'offensive russe s'est faite, eh bien chaque commandant à son niveau, bien sûr en référant à ses responsables, mais avait une autonomie. Et ça, moi qui ai suivi l'armée française et l'armée américaine parfois sur le terrain, je me suis aperçu qu'il y avait une plus grande autonomie aussi chez les Américains dans la façon de gérer la situation locale. Alors ils en réfèrent toujours à leurs responsables, mais le commandant local, et là en Ukraine, c'est manifeste. C'est manifeste. Et donc ça peut être un atout dans les opérations qui sont menées, en particulier dans le sud, je pense plutôt à Kherson à ce niveau-là. Il y a un élément dans le reportage de Quentin Calmet qui était aussi très intéressant, je voudrais bien vous entendre là-dessus, Christian, c'est l'état des troupes russes et peut-être le fait que cette contre-offensive ukrainienne allait accroître une forme de défiance des soldats russes vis-à-vis de leur hiérarchie. Est-ce que, bon alors j'imagine ce sont les services secrets qui fournissent ces informations, est-ce qu'on doit les prendre avec des pincettes, je ne sais pas, mais quels éléments on a pour accréditer pas des soldats russes, on peut en déduire une très forte démoralisation des forces russes. Les forces russes perdent le moral parce que leurs chefs sont contestés et ils voient... On abordera peut-être la contestation du pouvoir politique. On va y venir, évidemment. C'est un autre sujet. Mais les chefs sont contestés. Après une première vague, n'oublions pas, il y a plus de 2 mois, que Vladimir Poutine avait limogé plusieurs généraux. Donc, visiblement, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que c'est une armée qui repose sur un cercle d'officiers qui traitent très durement les hommes. Et la strate, par exemple, forte de l'armée française, qui est constituée par les sous-officiers, est très faible traditionnellement dans l'armée russe. Faible en nombre, vous... En nombre et en qualité peut-être. Et en qualité aussi. Or, le sous-officier est celui qui est au contact des hommes et qui fluidifie les choses. Il y a énormément de dureté imposée à l'homme combattant russe, qui est maltraité au niveau des rations, de la nourriture. Beaucoup ont manqué d'eau. Le carburant arrive difficilement, je l'évoquais tout à l'heure, mais il y a une condition du soldat qui est traditionnellement terriblement dure. Et les Ukrainiens, on le voit à l'écran, sont infiniment mieux équipés par les Américains, bien sûr, et les Britanniques. Mais il y a quand même un gap. Et je pense que, termine, l'armée russe subit une forte démoralisation. Et ça compte énormément. Un mot de Mathieu et ensuite Patricia. Au-delà de cette démoralisation, est-ce que les soldats russes comprennent l'objectif stratégique de guerre? Non. On a l'impression qu'il a changé côté russe. Oui. Et aujourd'hui, quel est-il et est-ce qu'il est compris? Dans l'ordre, Patricia Lémonnière. J'ai envie de dire, il y a très peu de soldats au niveau de la base russes au sens où on l'entend. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui viennent de la partie ouest de l'Oural quand même. Il n'y a pas de gens de Moscou, pratiquement pas de gens de Saint-Pétersbourg. Là, cette armée est composée à plus de 40% de soldats venus des républiques à la marge. Oui. Et donc ces gens-là, ils sont parfois extraits de la prison. Il y a une ONG très récemment nous a appris que s'ils ne voulaient pas combattre, il fallait qu'ils payent 8 000 €.
Pour échapper à la conscription obligatoire. Donc vous voyez, et c'est des gens qui viennent de ces républiques-là. Ouais. Donc la situation est excessivement difficile. Ce sont des gens qui effectivement ne sont pas en plus, n'ont pas la compétence. Et quand vous voyez que quelqu'un, j'en finis là, que Ramzan Kadyrov, le patron de la Tchétchénie, qui a envoyé un maximum de soldats sur le terrain, est en train de dénoncer la stratégie militaire russe, vous vous dites que pourquoi il la dénonce? Parce que ces hommes se font trop tuer et il ne tient pas la route. C'est quoi aujourd'hui l'objectif stratégique de guerre russe? On peut dire il faut tenir telle ville. Est-ce qu'il faut conquérir l'Ukraine? Christine Dubois-Clément. Alors peut-être 2 points. Il y a eu un réajustement perpétuel des objectifs militaires russes depuis le début. C'est-à-dire qu'on va fluctuer au fur et à mesure des avancées ou des déconfitures sur le terrain pour essayer d'avoir un réajustement et pour pouvoir transformer cette opération spéciale militaire en une victoire ou en une non-défaite politique. Donc on est parti de quelque chose de assez flou mais relativement maximaliste. On se rappelle, démilitariser, dénazifier, faire tomber le gouvernement, à finalement asphyxier économiquement l'Ukraine et libérer les populations opprimées et soumises au génocide du Donbass. Donc on a déjà commencé à redescendre. On voit bien que vous avez mis tous les guillemets avant. Mais quand on reprend c'est vraiment c'est la rhétorique employée en fait. C'est ce que vous avez dans le discours officiel. Ouais. Donc on a eu cette limitation. Là, à l'heure actuelle, on est dans un enjeu un petit peu entre les deux. Il y a eu des déclarations qui ont été faites, notamment on pourrait citer Monsieur Shoigu, qui est le ministre de la Défense le 24 août, qui disait que la Russie avait limité ses attaques pour protéger finalement les populations civiles. Donc on essaye de retrouver un petit peu des argumentaires pour justifier, on peut en douter là-dessus. Et peut-être sur la conscription, il y a plusieurs choses. C'est qu'ils ont expliqué qu'ils n'enverraient plus de conscrits sur la ligne, ce qui a un petit peu limité. Donc on est sur des engagements volontaires et effectivement venant pour une très large part de minorités ethniques et dans plusieurs cadres. Alors il y a les unités dites unités volontaires où on a recruté y compris dans les prisons, pour des sommes plus ou moins intéressantes, mais pour des formats courts. En règle générale, c'est sur des périodes de 6 mois et qui coûtent très cher quand on les paye, puisque ce sont des salaires qui sont importants, plus des primes. Mais au niveau de ces minorités ethniques, vous avez aussi des gens qui peuvent croire que ça va être un ascendant social, en prenant l'exemple de Shoigu, par exemple. Et puis, vous avez aussi tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'enfuir. Quand vous disiez que finalement, c'est le prix pour échapper à la conscription, là encore, il faut faire la différence. C'est au départ. Mais alors, attendez, moi, je vous entends... C'est traditionnel. Je vous entends les unes et les autres, mais... pourquoi ils n'ont pas déjà perdu la guerre? Vous voyez ce que je veux dire? S'ils sont aussi mauvais, pardon d'être un peu trivial dans ma question. Parce que vous avez un effet de masse qui continue à jouer et que la stratégie qui a été choisie dans le temps T+2, après la découverte que Kiev ne tombait pas, et qu'il fallait tout rabattre sur l'Est, ce temps T+2 a consisté à écraser les villes et à suremployer l'artillerie en utilisant en moyenne 60 000 obus par jour. Il faut l'alimenter, une force pareille. Donc c'est ça qui leur pose problème aujourd'hui. Mais je reviens sur la composition de l'armée russe. C'est tout à fait exact ce qui a été dit par Patricia comme par Christine. Simplement, voilà, jusqu'ici, ça ne posait pas problème. Parce qu'il s'agissait, en 2008, d'écraser la Géorgie. Il y avait des Bouriates, des Tchouvaches, des Daguestanais, etc. Bon, le chef, Shoigu, est Touva. Donc, il est sibérien. C'est où ça? Parce que j'avoue que je ne connais pas. Alors, c'est en Sibérie du Sud. Okay. Donc, c'est un homme... Donc, ça cadrait finalement. D'ascendance asiatique. Il a une autre caractéristique qui est intéressante. Il n'a jamais fait d'armée, il n'a aucune expérience militaire. Et c'est un spécialiste des incendies, des situations d'urgence civiles. Et ami de Or, quand il s'exhibe, il est couvert de médailles. Oui. Donc il y a un côté tapioca dans tout ça qui est un peu, je dirais, ça commence mal à ce niveau-là. Le type qui est retaillé, comme on dit en langage militaire, c'est Gerasimov, le général Gerasimov. Le général Gerasimov, de toute évidence, qui fut un des héros de la guerre de Tchétchénie, est fatigué et n'a plus la main. Donc il y a quand même énormément de problèmes dans ce système-là. Allez, la main, moi je vais la reprendre, pardon de vous interrompre Christian, parce qu'il y a encore beaucoup de thèmes à aborder dans ce débat qui est passionnant. Peut-être sur la durée de cette guerre, Mathieu, et son impact sur les opinions publiques occidentales, et notamment françaises. Il y a plusieurs accents pacifistes qui s'expriment depuis le 24 février et qui continuent de s'exprimer en France. Oui, depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, on a entendu plusieurs responsables politiques français
qui n'ont en gros que la paix à la bouche, ce qui est louable sur le papier, mais leur pacifisme à eux est quand même pas dénué d'arrière-pensée. Et pour le coup, derrière ce noble objectif, il y a des intentions ou des arguments un peu moins louables pour le coup, ceux-là. Le premier repose sur la nécessité d'une prétendue neutralité ou plutôt d'un non-alignement de la France. Ça, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu pendant la campagne présidentielle, notamment à gauche et notamment chez Jean-Luc Mélenchon, quand celui-ci dénonçait le parti des va-t-en-guerre et s'opposait par exemple à la livraison d'armes à l'Ukraine. C'est une position qui revient en gros à pas se mouiller en renvoyant dos à dos l'agresseur et l'agressé. Le premier pour son bellicisme, le second parce qu'il l'aurait bien cherché. C'est ce qu'on entendait aussi à l'époque. Il y aurait en gros des salauds de chaque côté. Ce serait propagande contre propagande. Ça vous dit quelque chose? C'est quelque chose qu'on a entendu il y a une semaine dans la bouche de Ségolène Royal, qui n'a pas dit autre chose en mettant en doute les crimes de guerre en Ukraine qu'elle qualifiait de propagande de la peur du régime ukrainien, en ne faisant que du coup reprendre la propagande russe. Le second argument que brandissent nos pacifistes, c'est le risque d'escalade. Alors là, pour le coup, c'est Henri Guénaud, par exemple, ancienne plume de Nicolas Sarkozy, qui, après avoir vigoureusement dénoncé en mai dernier cette France de somnambules, enfin cet Occident de somnambules qui marcherait vers la guerre, en remet une couche cette semaine dans l'Express, en s'en prenant à ce qu'il qualifie de jusqu'au-boutiste. Le jusqu'au-boutisme envahit les esprits, mais pour aller au bout de quoi? Qu'y a-t-il au bout du bout? La guerre jusqu'au dernier Ukrainien, la guerre jusqu'au dernier Russe, la guerre jusqu'à la ruine de l'Europe, jusqu'au dernier Européen, la guerre mondiale, la guerre froide, la guerre nucléaire. Vous remarquerez qu'il n'y a qu'une seule hypothèse que ne formule pas Henri Guénaud, c'est la guerre jusqu'à l'intégrité retrouvée des frontières et peut-être la guerre jusqu'à la paix. Et puis il y a aussi la question des sanctions. Oui, ça c'est le troisième argument favori de nos pacifistes, c'est l'inefficacité des sanctions européennes contre la Russie, si inefficaces, voire si contre-productives pour le peuple français, qu'il conviendrait de les lever au plus tôt et évidemment au plus vite. Ça, c'est ce que vous entendez par exemple chez Marine Le Pen ou chez Ségolène Royal, décidément encore elle, pour qui les sanctions ont été mal évaluées, mal anticipées et se retournent contre nous. C'est un refrain qui en rappelle d'autres, notamment au siècle dernier. Oui, le pacifisme de l'entre-deux-guerres. Oui, parce que le point commun de tous ces pacifistes solistes de tous bords, c'est que derrière tous ces appels à la paix se cache au fond une forme de capitulation devant un état de fait. Parce que faire la paix aujourd'hui avec quelqu'un qui a envahi un autre pays, ça revient à accepter d'une certaine façon qu'il l'ait envahi. Il ne faut que de ce point de vue que reprendre un air bien connu, entonné dans les années 30 au siècle dernier. Ces guerres ne sont pas les nôtres. Pour vivre heureux, vivons planqués. Vous vous souvenez, à l'époque, la question avait fracturé la gauche sur la guerre en Espagne, avec la France de Léon Blum, puis de Daladier, qui avait finalement décidé de ne pas intervenir. Ça avait fracturé les démocraties occidentales aussi, enfin pas tellement fracturé, parce qu'ils étaient tous d'accord face à la montée de l'hégémonisme hitlérien, en gros, qui aboutit à la triste conférence de Munich. On se rappelle que 4 pays, entre 36 et 38, ont perdu leur indépendance, l'Éthiopie, l'Autriche, l'Albanie, la Tchécoslovaquie, sans que aucune démocratie à l'époque dite libérale ne trouve quelque chose à dire ou à faire. Au fond, au nom du pacifisme, les démocraties de l'époque semblaient démissionner face aux États autoritaires. Et il faudrait peut-être rappeler à nos pacifistes d'aujourd'hui que oublier que la nécessaire et inlassable recherche de la paix ne doit pas... Enfin, il ne faut pas oublier que cette nécessaire et inlassable recherche de la paix n'est pas un lâche laisser-faire. Merci Mathieu. Je voudrais rebondir sur les sanctions dont vous parliez, ou les critiques contre ces sanctions. Christine Dugouin-Clément, imaginons que la France renonce aux sanctions. Est-ce que ça pourrait pénaliser notre pays ? L'enjeu, je pense qu'il est multiple. Déjà, peut-être, il faut rappeler que les sanctions, à la base, ont été prises pour compliquer la capacité de la Russie à maintenir son effort militaire. On sait pertinemment que des sanctions seules ne sont pas suffisantes, mais sont néanmoins nécessaires, c'est dans un ensemble. Et on sait aussi que ça va prendre du temps avant d'être efficace, puisqu'il y a une latence, il y a une capacité finalement d'absorption, alors qui peut varier d'un État à un autre, et puis en fonction des sanctions qu'on va prendre, avant d'avoir un effet. Là, on commence à avoir l'effet de ces sanctions en Russie, on commence à le sentir à plusieurs niveaux, et c'est peut-être pas forcément un hasard si on entend encore plus de voix maintenant qui demandent de les lever rapidement, alors qu'elles commencent justement à faire effet. Rappelons-nous, on est toujours un peu dans cet enjeu de temporalité où fissurer les Occidentaux et le soutien à l'Ukraine et essayer de regagner un petit peu de marge de manœuvre serait tout à l'avantage de la Russie qui, à l'heure actuelle, a quelque chose comme 87 millions de dollars de creux dans ses réserves de change, qui a à peu près 20% de pertes sur ses marchés intérieurs, ce qui est assez énorme, et qui a énormément
d'entreprises étrangères qui sont parties. Alors certaines on a eu un petit peu des effets, par exemple Starbucks qui a été repris par un rappeur très connu en expliquant que tout allait mieux. Dans la réalité des faits, ces entreprises représentaient une part non négligeable du PIB et c'est un petit peu comme si la Russie avait rayé d'un trait de plume un gros pourcentage de ses investissements directs étrangers des 10 dernières années. Donc on voit que là il y a un véritable intérêt. Cela dit, maintenant on est dans un effet où on a essayé de commencer à faire des pivots. On le voit notamment sur l'enjeu énergétique où on essaye de trouver d'autres fournisseurs, ce qui va être compliqué pour des pays qui sont particulièrement dépendants, type l'Allemagne. Mais il faut savoir où on veut aller aussi. Vous êtes quelque part dans un principe de rapport de force. La Russie est dans un espèce de rapport de force. Si vous lâchez ce rapport de force-là, vous perdez et quelque part, on continue de gagner. Donc on a un petit peu cet enjeu-là. Oui, et puis la France, il y aura un risque d'isolement. Il faut tout dire aussi sur les au niveau de l'Union européenne. Sur les sanctions, il faut dire une vérité qui est dérangeante pour les Occidentaux. C'est que les sanctions économiques compensaient ce qu'on ne pouvait pas faire sur le plan militaire, puisque nous n'avions pas les forces conventionnelles suffisantes pour aider davantage l'armée ukrainienne, et que dans le cas français, il y a même eu un petit démarrage à froid sur l'aide militaire, il faut quand même le dire. On a pris un certain temps. Ensuite, c'est irréprochable, la France est alignée complètement sur le soutien à l'Ukraine, mais ces sanctions compensaient, d'ailleurs c'est un gros débat qui a lieu aux États-Unis, était supposé compenser, parce que c'est exactement ce que l'Union européenne, qui est fondamentalement une entité économique, sait faire le mieux, des sanctions économiques. Donc, et ça a été, objectivement, ça n'a pas été raté. Il faut arrêter de dire ça. Et il y a beaucoup de vérités qui sont bonnes à rappeler sur les sanctions. Quand M. Poutine dit dans la conversation qu'il a eue la dernière, il y a 2 jours, avec Emmanuel Macron, lever les sanctions sur l'exportation des denrées alimentaires, c'est scandaleux. Car il n'y a pas de sanctions européennes sur les denrées alimentaires. Il y a des sanctions sur les paiements bancaires de toute forme de denrées, y compris les denrées alimentaires. C'est pas du tout la même chose. Autrement dit, Poutine, qui est assez pervers sur ce point, veut qu'on lève le système bancaire qui l'étouffe. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, il est exact que la hausse du prix du pétrole et du gaz due à sa raréfaction, à la raréfaction des livraisons décidées par la Russie, a fait monter les excédents commerciaux russes. Oui, de façon spectaculaire. Qui, à leur tour, ces excédents commerciaux russes, soutiennent le rouble, qui se trouve assez haut. Mais tout cela est factice et temporaire. Pourquoi c'est factice? On pourrait se dire il y a un trésor de guerre en quelque sorte. Parce que les moyens de financer cette guerre pendant encore très longtemps. Eh bien parce que la sous-secrétaire d'État, par exemple, américaine, il y en a plusieurs. Monsieur Blinken a plusieurs adjoints. Une d'entre elles a fait une déclaration très claire avec photo à l'appui à Washington, montrant que des composants électroniques de machines à laver le linge avaient été utilisés dans du matériel pour déclencher notamment les missiles, etc. Okay. Ça, plus assez de pièces détachées pour une. Voilà, c'est quand même pas bon signe. Ouais. Ils vont manquer de composants, les Russes, très rapidement, et ça va peser encore une fois sur le résultat militaire. On va dans le cadre des sanctions, il y a forcément la question du pouvoir de Vladimir Poutine, et on va y venir. Mais je voudrais quand même vous entendre aussi, Patricia. Ce qu'évoquait Mathieu, ce qui est intéressant, c'est l'impact d'une guerre qui dure. On est à 6 mois et demi. Sur les opinions publiques européennes, occidentales, c'est pas totalement neutre. Plus elle dure, plus c'est peut-être difficile de l'accepter. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je crois qu'il y a eu un temps où c'était difficile. Je dirais de ça, il y a un peu avant l'été, paradoxalement. Et je crois que maintenant, les gens sont rentrés dans une autre logique. Dans la logique, il y a eu la guerre en Ukraine, mais il y a eu avant aussi, parce qu'on ne cesse de répéter que c'est pas seulement la guerre en Ukraine, c'est tout. Et donc là, ils sont rentrés dans une logique très économie que faire, mais pas tant se reporter et accuser l'Ukraine, mis à part certains mouvements, partis politiques que l'on connaît, etc. Je crois que l'opinion publique ne va pas tant bouger que ça, que les pourcentages sont stabilisés. En revanche, je partage complètement les idées sur les sanctions vont mordre à terme, et beaucoup plus grave, en Russie, j'entends, mais beaucoup plus grave pour la Russie, c'est sa dépendance accrue vis-à-vis de la Chine, parce que si aujourd'hui la Russie ne peut pas envoyer du pétrole en Chine autant qu'elle le voudrait, ou du gaz, parce qu'on ne construit pas des gazoducs et des tuyaux aussi facilement que ça, et qu'elle est obligée de brûler aujourd'hui son gaz, c'est-à-dire qu'elle pollue l'atmosphère en brûlant le gaz qu'elle ne veut pas nous envoyer. Mais
plus grave. Je crois que c'est la Chine qui profite de ce retournement de la Russie, qui achète des usines, qui prend des actions. Donc ça met la Russie, entre guillemets, dans la main du pouvoir chinois, c'est ça? La Russie va rentrer en dépendance totale, selon moi, et ne sera plus qu'une colonie à terme chinoise si des mesures ne sont pas prises. Évidemment, c'est logique. C'est logique, ça sera une colonie. Vladimir Poutine aura abouti à mettre son pays en dépendance vis-à-vis de la Chine et en faire une colonie chinoise. Alors, le pouvoir de Vladimir Poutine, il repose notamment sur la peur nucléaire. Et je voudrais proposer à Steve Jourdain de nous rejoindre, puisqu'on va parler maintenant bonsoir Steve, de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, évidemment, Zaporijjia. Quelle est la situation sur place? Situation toujours aussi inquiétante. Depuis hier dimanche, le dernier réacteur de la centrale est à l'arrêt à l'heure où l'on parle. Donc, les 6 réacteurs de la plus grande centrale nucléaire d'Europe ne fonctionnent plus. Regardez ce communiqué publié hier par la compagnie nationale de production d'énergie nucléaire ukrainienne. Aujourd'hui, 11 septembre, à 3h41, l'unité numéro 6 de la centrale a été déconnectée du réseau électrique en cas de nouveaux dommages pour les lignes de transmission reliant le site au système électrique. Les besoins internes devront être assurés par des générateurs fonctionnant au diesel, générateurs dont la durée de vie est limitée par la ressource technologique et la quantité de gazole disponible. Fin de citation. Le réacteur qui a été désactivé était depuis 3 jours le seul à produire l'électricité nécessaire au fonctionnement, au refroidissement du combustible nucléaire et donc à la sécurité du site, une sécurité de plus en plus difficile à assurer, Thomas. Et cette annonce, l'annonce de la mise à l'arrêt du dernier réacteur, ça a fait réagir le président français. Oui, à l'initiative de l'Élysée, un entretien téléphonique a eu lieu ce dimanche entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. À l'occasion de cet échange, le président français est revenu sur la situation autour de la centrale. L'Élysée a publié dans la foulée le communiqué qu'on va voir. Le président de la République a insisté sur la nécessité que la sûreté de la centrale nucléaire de Zaporijjia soit assurée. Il a rappelé que l'occupation russe était la cause des risques pesant aujourd'hui sur l'intégrité de la centrale. On retrouve bien évidemment une autre version du côté du Kremlin. Thomas, Vladimir Poutine a dénoncé les attaques de l'armée ukrainienne sur la centrale. On rappelle que le site est occupé par les forces russes depuis le mois de mars, qu'il est la cible de frappes dont Ukrainiens et Russes se renvoient à la responsabilité. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, la situation sur place est intenable, mais il existe tout de même une petite lueur d'espoir. Écoutez, le directeur général de l'AIEA, c'était cet après-midi. Ce dont nous avons besoin, c'est que l'Ukraine et la Russie se mettent d'accord sur un principe très simple, à savoir ne pas attaquer ou ne pas bombarder la centrale. Et nous pouvons faire respecter cet accord de manière très simple, car nous avons nos observateurs sur place. Ces dernières heures, j'ai vu des signes indiquant que les deux pays sont intéressés par un accord. Oui. On a terminé en rappelant que Zaporijjia, en temps normal, permet d'alimenter 4 millions de foyers et qu'avec l'hiver, la situation va devenir de plus en plus tendue pour beaucoup d'Ukrainiens. Un éventuel accord sur la centrale serait donc une excellente nouvelle. Merci beaucoup, Steve Jourdain, pour toutes ces explications. Christine Dugouin-Clément, est-ce qu'on peut y croire à cet accord autour de la centrale, alors que c'est peut-être justement en ce moment que Vladimir Poutine a besoin d'utiliser cette menace alors que ses troupes ont perdu du terrain, vous voyez ce que je veux dire ? On peut utiliser la négociation d'un accord au niveau de la centrale d'une manière différente, déjà pour essayer de calmer un petit peu l'offensive, de dire voilà, on est dans une négociation, on ne peut pas être dans une négociation alors qu'on est sous les bombes, donc on peut essayer un petit peu de jouer la montre là-dessus. Et de toute façon, ça sera la question, ça serait quels seraient les termes finalement de cet accord. Je doute fort que la Russie fasse un accord dans lequel elle ne trouverait pas un avantage certain, voire un bénéfice, et puis le temps qui sera nécessaire pour arriver à cet accord où finalement on aurait une démilitarisation de la zone. Si on prend en parallèle l'accord sur les céréales, sur l'export de céréales, ça a pris plusieurs mois pour réussir à y arriver et il est très probable qu'il soit l'objet de renégociations prochainement puisque des signaux indiquent que finalement Moscou n'y trouvera pas forcément son compte. Donc on a tous ces enjeux-là qui vont pouvoir être mis en œuvre. Ce que l'on voit, c'est aussi quand même l'utilisation donc d'une installation nucléaire civile à des fins tactiques militaires. Et puis, on voit aussi qu'on a un saut de ligne de manière assez régulière. Quand il a été question notamment d'arrêter de faire des visas pour les populations russes, eh bien, vous avez la porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui avait fait une déclaration par les réseaux
sociaux en expliquant que si jamais il devait advenir quoi que ce soit sur la centrale de Zaporijjia, eh bien les Occidentaux s'apercevraient que les radiations, elles, n'avaient pas besoin de visa. Donc on est toujours dans une espèce de négociation et de rhétorique entre les uns et entre les autres. Qu'il y ait un intérêt à ce qu'il y ait un accord, potentiellement oui, mais sous quelle forme et dans quelle temporalité. Un dernier élément dans ce débat, une réaction, celle de la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, qui finalement redit ce que l'on sait sur la réalité du pouvoir autocratique du Kremlin. Regardez. En Russie, les intimidations, les mesures restrictives et les sanctions à l'encontre des personnes qui expriment leur opposition à la guerre en Ukraine compromettent l'exercice des libertés fondamentales garanties par la Constitution et notamment les droits à la liberté de réunion, d'expression et d'association. Les pressions exercées sur les journalistes, le blocage des ressources disponibles sur Internet et les autres formes de censure sont incompatibles avec le pluralisme des médias et violent le droit d'accès à l'information. Je voudrais qu'il nous reste 5 minutes, qu'on termine sur une éventuelle, je ne sais pas s'il faut y croire, fragilisation du pouvoir de Vladimir Poutine. Christian Macarian, je me tourne vers vous. Il y a eu 2 appels à la destitution qui ont été signés, publiés par des hommes politiques locaux à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Qu'est-ce que ça pèse? Qui sont-ils, en quelque sorte? Alors, ils ne sont pas forcément très proéminents, n'est-ce pas? Ce sont ce qu'on appelle des députés municipaux, ça s'appelle comme ça, de 2 quartiers, le quartier Lomonosov à Moscou et un autre quartier à Saint-Pétersbourg. C'est donc très limité. Mais c'est courageux. Et moi, je me contenterai de constater un fait, restons très factuels, ça ne se serait jamais produit il y a 3 mois. Voilà. Ils n'auraient pas osé? Non. Et là, ça se produit. Il y a d'autres faits aussi qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais si on met tout sur la table, par exemple, l'atroce assassinat de la fille de Alexandre Douguine, l'idéologue du Kremlin, l'idéologue personnel de Poutine, dont l'étoile avait quand même pâli. C'est pas un très bon signe. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire raisonnablement et sans se perdre en conjecture sur l'avenir de Vladimir Poutine, qui reste quand même très populaire, et la période de tension et d'opération spéciale, encore une fois, puisqu'il ne s'agit pas de guerre, fait que beaucoup de Russes le soutiennent et demandent même qu'il soit plus dur, plus ferme et plus sévère. Donc c'est pas dans ce contexte-là qu'on peut imaginer qu'il soit détrôné. Mais tout de même, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des tensions dans le système au niveau certainement le plus élevé. Et je parlais tout à l'heure des généraux. Il y a beaucoup de cercles nationalistes qui demandent des sanctions contre les généraux, qui demandent un durcissement du régime. Ça n'est pas bon signe, mais incontestablement, il y a des craquements et des tensions. Il faut voir ce que ça peut donner. Le plus probable, mon avis vaut ce qu'il vaut, mais je le donne quand même, c'est qu'on arrive à un état de lassitude de l'opinion, un peu comme à la période soviétique. C'est pas du tout une contestation de Poutine, je n'y crois pas. Je ne crois pas à une contestation de Poutine, mais je crois à une espèce de détachement de l'opinion par rapport à cette guerre, encore une fois cette opération spéciale, qui laisserait le pouvoir seul face à l'éventuel débâcle ou déconvenue militaire. Et ça pourrait provoquer quelque chose. Patricia Lémonière, même question sur l'effritement même minime du pouvoir de Vladimir Poutine. Alors effectivement, je partage l'idée comme quoi ces 2 personnages, entourés d'autres, d'ailleurs d'autres élus, ont envoyé ces deux missives en quelque sorte. C'est quand même la première fois. Il y a eu des pétitions. Il y a eu déjà de par le passé des pétitions, des documents qui ont circulé, mais jamais il y a eu des manifestations jamais une telle demande. Ce qui est très intéressant effectivement, c'est les extrémistes nationalistes qui commencent à hausser le ton, en particulier celui qui avait été l'homme de la conquête du Donbass en 2014-15, et donc lui aussi s'élève, il demande un durcissement Alors on a une fracture qui s'opère avec une partie qui demande des durcissements, les plus nationalistes, les plus durs, et une autre finalement qui lentement se détache. Mais je ne pense pas que Vladimir Poutine, par exemple, se sépare immédiatement de son ministre de la Défense, parce que ce n'est pas l'habitude de l'homme, sous la pression, de se séparer de son ministre, d'autant qu'ils sont très amis. Peut-être le fera-t-il, mais pas dans l'urgence.
Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à ce premier débat.